Parmi toutes les planètes connues, la nôtre est unique. C'est la seule à avoir de l'eau. Un liquide miraculeux qui nous paraît banal, mais sans lequel la vie n'existerait pas. Comprendre d'où il vient est l'une des grandes énigmes de la science. Des profondeurs de la Terre aux confins de l'univers, les recherches sont lancées pour découvrir les origines de l'eau. La Terre est la seule planète du système solaire dotée d'eau à l'état liquide. 1350 millions de kilomètres cubes. Elle couvre plus de 70% du globe. Elle constitue même 60% du corps humain. On sait beaucoup de choses sur elle, sauf d'où elle vient. La question n'est pas si simple, parce qu'on pense que la Terre s'est formée à partir de matériaux totalement secs. Si la Terre s'est formée sans eau, d'où viennent les océans? C'est comme une scène de crime. L'affaire s'est déroulée il y a longtemps et les preuves ont disparu. On doit enquêter, remonter dans le temps pour savoir ce qui s'est passé il y a 4,5 milliards d'années. C'est difficile. Pour la première fois, des spécialistes de différentes disciplines vont partir ensemble à la recherche des origines de l'eau. La question renferme des implications primordiales. On ne connaît aucun organisme qui n'ait pas besoin d'eau à l'état liquide pour vivre. Se demander comment la Terre a acquis son eau, c'est se demander ce qui rend une planète propice au développement de la vie. Pour percer ce mystère, il faut repartir en arrière jusqu'à la naissance du système solaire. Il y a 4,6 milliards d'années, notre Soleil est une étoile qui vient de naître, entourée d'un immense disque de gaz et de poussière. Pendant des millions d'années, il s'est condensé pour former les planètes. Loin du Soleil, il fait si froid que des planètes comme Jupiter se développent autour d'un noyau glacé. Plus près du Soleil, il fait autour de 500 degrés. La Terre se forme à partir de substances qui se condensent à haute température, comme la roche et le fer. Il fait trop chaud pour qu'il y ait de l'eau. Notre planète est complètement sèche. L'une des pistes envisagées est que l'eau aurait été apportée par des comètes venues des confins les plus froids du système solaire et composée essentiellement de glace. Toby Owen les étudie depuis plus de 40 ans. Dès que l'on a compris que les comètes contenaient une énorme quantité de glace, il a paru raisonnable de penser qu'en frappant la Terre, elles ont apporté cette glace qui aurait fondu pour donner naissance aux océans. Pendant 600 millions d'années, la jeune Terre est bombardée par des centaines de millions de comètes. Les comètes sont des corps très primitifs, d'où leur intérêt. La glace qu'elles contiennent est restée inchangée depuis la formation du système solaire. Si ce sont les comètes qui ont fourni à la Terre toute son eau, alors le liquide qui nous sert à boire, à nous laver et à nager serait plus vieux que notre planète et proviendrait de l'extrémité du système solaire. Reste à en trouver la preuve. Il faut aller chercher des indices dans l'eau terrestre et les mettre en relation avec d'autres choses comme les comètes pour essayer de comprendre comment l'eau est arrivée. Heureusement, l'eau contient de tels indices. À l'œil nu, elle a toujours le même aspect. Mais certaines différences trahissent son origine. Toutes les molécules d'eau sont composées d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Mais ce dernier se présente sous 2 formes. Pour l'essentiel,
il s'agit d'hydrogène normal ou léger. Mais une minuscule fraction représentée en bleu est de l'hydrogène lourd. La proportion relative des deux types d'hydrogène est révélatrice. Vous et moi et tous les animaux, les arbres, les océans, les lacs et les rivières, nous avons le même rapport hydrogène lourd, hydrogène léger. C'est notre eau, celle de notre planète. La question est, quel est ce rapport dans les objets susceptibles d'avoir apporté l'eau sur Terre? Pour mesurer ce rapport dans l'eau d'une comète, il faut un échantillon. Mais la chose n'est pas si facile. L'une des raisons pour lesquelles on s'intéresse tant aux comètes, c'est qu'elles sont totalement différentes des autres corps célestes. Tout à coup, de nulle part, ces immenses objets lumineux surgissent, traversent le ciel, puis disparaissent. La plupart des comètes sont donc insaisissables. Il faudrait avoir une fusée dans son garage, prête à décoller à la seconde où l'une d'elles apparaît. Pourtant, il en existe une qui occupe une place à part dans le cœur des astronomes. Ce n'est pas la plus grande, ni la plus lumineuse, mais elle est prévisible. La comète de Halley est spéciale parce qu'elle est grande, mais on connaît quand même son orbite. On peut donc prévoir très facilement quand elle reviendra vers la Terre. En 1986, Halley passe suffisamment près de la Terre pour qu'on puisse effectuer des mesures. Kerry Lys a la chance d'assister à son apparition. Je brûlais d'impatience. À 1 h du matin, on était là à scruter le ciel. Je me souviens qu'on la voyait très bien. Ça m'a beaucoup marqué. Comme on sait où elle va se trouver, on construit une sonde pour aller l'observer. Baptisée Giotto, celle-ci est conçue pour traverser la queue de la comète. L'une des perspectives les plus intéressantes n'était pas de savoir quelle était la structure d'une comète, mais de pouvoir déterminer sa composition chimique. Les chercheurs vont enfin pouvoir analyser l'eau d'une comète pour voir si c'est la même que sur Terre. Le 13 mars 1986, après un voyage de 8 mois, Giotto pénètre dans la queue de la comète. Mais un problème survient. La sonde percute une grande particule de poussière qui se déplace à 67 km par seconde. La communication est brouillée. Il y a eu un moment d'angoisse. On pensait que tout était perdu. 32 minutes plus tard, la communication est rétablie. La sonde analyse la vapeur d'eau de la queue de la comète et envoie les données au centre de contrôle. Les astronomes sont sur des charbons ardents. Mais l'arrivée des mesures ne fait qu'épaissir le mystère. Nous avons découvert, à notre surprise, que la proportion d'hydrogène lourd dans l'eau cométaire était 2 fois plus élevée que dans notre eau terrestre. Contenant 2 fois plus d'hydrogène lourd, l'eau de la comète de Halley n'est pas la même que sur Terre. Elle a beau avoir le même aspect, le même goût et le même comportement, cette différence est capitale. Elle ne peut signifier qu'une chose. Il est impossible que l'eau terrestre provienne uniquement des comètes. C'était une sacrée découverte. Elle démolissait l'idée que les comètes avaient apporté à la Terre toute son eau. L'hypothèse des comètes ne tenait plus. C'était un bouleversement. Mais il faut plus de preuves. Il ne s'agissait que d'une comète. Se pouvait-il que d'autres aient de l'eau pareille à celle des océans? On se demande toujours si les chiffres sont corrects ou s'il faut recommencer. Il fallait absolument faire d'autres mesures pour voir si elles étaient identiques à celles de Halley. Pour cela, on a besoin d'une autre comète. En 1996, un astronome amateur japonais en découvre une totalement nouvelle, Hyakutake.
Pour Derek Lees, qui travaille à l'observatoire de Hawaï, c'est une aubaine. On ne peut observer les comètes et faire des mesures exploitables que quand elles s'approchent à proximité de la Terre. Hyakutake était spéciale parce qu'elle est passée très près. Assez près pour tenter une première, l'analyser à partir du sol. Son eau est-elle identique à celle de notre planète ou à celle de Halley? Derek Lees se sert de ce radiotélescope. Mais étudier un astre distant de 14 millions de kilomètres n'est pas une mince affaire. On ne peut faire cette observation que dans des conditions atmosphériques parfaites. Il y a souvent des problèmes météorologiques ou techniques. Hyakutake se déplace à plus de 140 000 km à l'heure. Et Lees ne dispose que de 4 nuits pour mesurer sa teneur en hydrogène lourd. C'est une occasion unique. La comète ne passera plus aussi près avant 10 000 ans. La théorie de l'origine cométaire de l'eau terrestre repose sur cette mesure. Pour cette mesure, on a eu beaucoup de chance. Tout s'est bien passé, la météo était bonne, les récepteurs ont fonctionné, on a pu procéder à cette opération extraordinaire. Le moment est décisif. Halley est-elle une exception? Les comètes sont-elles la source de l'eau terrestre? Chose intéressante, la teneur en eau lourde était exactement la même que celle mesurée par la sonde Giotto dans la comète de Halley. Comme pour Halley, la proportion d'hydrogène lourd est 2 fois plus élevée que dans l'eau terrestre. Il était désormais certain que les comètes ne pouvaient pas, à elles seules, être la source des océans. L'hypothèse privilégiée depuis des années par les scientifiques n'a donc pas résisté à l'examen des faits. C'était très intéressant. Cela voulait dire qu'il devait y avoir eu une autre source pour donner les océans actuels. Il fallait à présent trouver ce qui s'était réellement passé. En 2002, une découverte inattendue va lancer les chercheurs sur une nouvelle piste. On ne cherchait pas à confirmer une intuition, c'était une vraie découverte. On ne savait pas ce qu'on allait trouver. Depuis des années, on pensait que la Terre s'était constituée sans eau. La découverte de Moïse signifie que cette hypothèse est fausse. Fort de cette information, le professeur Mike Drake cherche à bâtir une nouvelle théorie. Les zircons établissent qu'il y avait de l'eau liquide il y a 4,4 milliards d'années. Mais savoir d'où elle venait est un gros problème. On doit envisager la possibilité qu'elle était présente dans les éléments à partir desquels la planète s'est formée. Comment pouvait-il y avoir de l'eau dans ces matériaux alors qu'ils étaient soumis à une chaleur extrême? Pour le savoir, il faut de nouveau retourner dans le passé. On est remonté sur 4 milliards et demi d'années avant l'apparition des planètes. Le système solaire était fait de grains de poussière entourés d'hélium, mais aussi d'hydrogène et d'oxygène qui ont réagi pour former de l'eau. Il y avait donc en fait des poussières entourées d'eau. Sur des millions d'années, les poussières et les gaz se condensent pour donner naissance aux planètes. Loin du Soleil, Jupiter et Saturne se forment autour de noyaux glacés. Mais l'eau peut exister sous une autre forme que la glace. Plus près du Soleil, là où il fait beaucoup plus chaud, elle peut être emprisonnée dans les roches, comme le montre ce minéral. Quand on le regarde, il a l'air sec. Et quand on le touche aussi. À la chaleur, il dévoile ses secrets. Là, on voit qu'il bout en petites perles d'eau. Il y en a beaucoup. Un minéral qui a l'air parfaitement sec peut contenir une énorme quantité d'eau. Quand le système solaire se forme, l'immense nuage de gaz et de poussière retient la chaleur du jeune Soleil. À l'endroit où naît la Terre, il fait plus de 500 degrés centigrades. Trop chaud pour que des roches qui contiennent de l'eau, les roches hydratées, puissent se former et constituer les planètes. Pourtant, peu après sa création,
la Terre possède déjà de l'eau. Mike Drake se pose donc une nouvelle question. Et si notre toute jeune planète avait emprisonné l'eau d'une façon que nul n'avait encore imaginée? Un jour, je buvais une boisson fraîche et j'ai regardé mon verre. Il y avait de la condensation dessus. On voit la vapeur d'eau à l'intérieur quand je passe mon doigt. Je me suis demandé si le même genre de choses pouvait s'être produit dans le disque autour du Soleil il y a 4,5 milliards d'années. L'eau avait-elle pu se condenser sur les grains comme elle le fait sur ce verre froid? Une piste très différente de celle des roches hydratées. Si de la vapeur d'eau avait adhéré aux grains de poussière, ceci pourrait être à l'origine des océans. C'est une hypothèse totalement nouvelle. Mike Drake teste son idée sur l'un des principaux constituants du globe terrestre. Le minéral vert sur cette roche est de l'olivine. C'est le minéral le plus abondant dans les planètes rocheuses. Il y en avait beaucoup dans le disque autour du Soleil il y a 4,5 milliards d'années. La question est de savoir si tous les grains d'olivine qui constituent la Terre portent de l'eau. À l'aide d'un ordinateur, Drake modélise le comportement des grains d'olivine et de la vapeur d'eau dans les premiers moments du système solaire. Les résultats sont concluants. 30 grammes d'olivine permettent d'absorber environ 0,3 millilitres d'eau. Mais est-ce suffisant pour remplir les océans? Drake doit augmenter l'échelle de ses calculs. Combien d'eau une pile de grains d'olivine de la taille de la Terre peut-elle contenir? Quand nous avons lancé ces calculs, nous n'avions aucune idée de la quantité d'eau que nous allions trouver. Et nous avons été ébahis d'obtenir 10 fois le volume d'eau des océans actuels. Pour le professeur Drake, quand la Terre s'est formée, elle contenait déjà des milliards de litres d'eau. Cette eau adhérait aux millions de milliards de grains de poussière qui ont donné naissance aux planètes. C'est fabuleux d'avoir trouvé une autre réponse à l'une des questions les plus fascinantes de l'humanité, à savoir d'où vient cette eau sans laquelle nous n'existerions pas. Mais l'hypothèse de Drake ne fait pas l'unanimité. Elle comporte une lacune que même lui est incapable d'expliquer. Le type d'eau. L'eau terrestre possède une signature, la proportion d'hydrogène lourd qu'elle contient. Sa source devrait donc avoir la même signature. Or, l'eau qui se serait condensée directement à partir du disque de gaz et de poussière entourant le Soleil a la même apparence et le même goût, mais renferme 6 fois moins d'hydrogène lourd. Je ne prétends pas qu'on tient la solution. Tant que l'on n'aura pas la bonne proportion d'hydrogène lourd, on ne peut pas être sûr que ce processus est à l'origine des océans. Si l'eau de la Terre ne vient pas de ses matériaux de base ni des comètes, quelle est sa source? Le professeur Alessandro Morbidelli a élaboré sa propre théorie. Soudain, tout s'emboîte. Et vous avez l'impression de comprendre un morceau du passé que personne n'était là pour observer. Va-t-on enfin découvrir la clé de l'énigme? Le problème est de trouver une correspondance. Il doit y avoir quelque part dans l'espace le même type d'eau que sur Terre. La réponse pourrait se trouver dans ce morceau de roche et de métal. Peu de gens en savent davantage sur les météorites que Gary Huss. J'ai grandi dans le sous-sol du musée des météorites de mon grand-père en Arizona. Je passais mon temps à les regarder et à l'âge de 2 ans, je connaissais leur nom. Quand on attrape ce genre de virus, on ne peut plus s'en débarrasser. Alors que les comètes sont faites de glace et de poussière et proviennent des régions froides du système solaire, les météorites viennent d'ailleurs.
Tournant autour du Soleil, entre Mars et Jupiter, il y a des millions de blocs de roches et de métal qu'on appelle des astéroïdes. Certains font 300 km de large et pèsent plusieurs millions de tonnes. Ce sont les résidus de la formation des planètes. Parfois, ces astéroïdes se percutent et des fragments tombent sur Terre sous forme de météorites. Les météorites sont parmi les objets les plus intéressants qu'on puisse trouver. Elles traversent la moitié du système solaire depuis la ceinture d'astéroïdes. Pour un scientifique, c'est un peu le Saint Graal. Mais que peuvent-elles nous apprendre de nouveau? Il y a 100 ans, on pensait qu'une planète s'était fragmentée et que tout était sec et chaud. L'examen d'une météorite au microscope révèle un autre tableau. En les étudiant, on s'est rendu compte que certaines contiennent un pourcentage d'eau. Voici une coupe d'un type de météorite appelé chondrite carbonée. La partie noire est un minéral qui contient de l'eau. Ce fragment faisait partie d'un astéroïde qui s'est formé à 300 millions de kilomètres d'ici. Il montre qu'à cette distance du Soleil, les astéroïdes renferment de l'eau. Il y a de l'eau dans la ceinture d'astéroïdes, depuis toujours apparemment, mais nous ne le savions pas. Cette eau est-elle identique à celle de la Terre? Pour le savoir, le professeur Huss mesure le rapport entre l'hydrogène lourd et l'hydrogène léger dans les météorites. Il se sert pour cela d'une microsonde ionique. On a la chance d'avoir l'une des microsondes ioniques les plus récentes. L'appareil envoie sur la météorite un faisceau de particules chargées. Tous les atomes d'hydrogène en sont expulsés. L'hydrogène lourd et l'hydrogène léger sont ensuite séparés pour que l'on puisse mesurer leurs proportions respectives. Une pièce essentielle du puzzle se met en place. Le rapport entre l'hydrogène lourd et l'hydrogène léger dans l'eau des astéroïdes est variable. Mais dans certains d'entre eux, il est exactement le même que sur Terre. C'est donc de là que viendrait l'eau de notre planète. La question est comment deux objets dans deux régions du système solaire peuvent avoir la même eau. La chimie ne peut pas résoudre le mystère. Mais le mathématicien Alessandro Morbidelli a une théorie qui pourrait expliquer comment l'eau de la ceinture d'astéroïdes s'est retrouvée sur Terre. Cette idée vient des mesures expérimentales, de la similitude entre l'eau terrestre et celle des météorites de la ceinture d'astéroïdes. Morbidelli a complètement remis en question la formation des planètes du système solaire. Avant lui, les chercheurs se focalisaient sur les 4 planètes les plus proches du Soleil. Ils étudiaient comment la matière s'était condensée en des corps plus gros pour donner Mercure, Mars, Vénus et la Terre. Morbidelli a adopté une démarche révolutionnaire. Étudier la formation des 8 planètes du système solaire dans leur ensemble. De Mercure, la plus proche du Soleil, à Neptune, 80 fois plus éloignée. Le système solaire constitue un tout. On ne peut pas étudier la formation d'une de ses parties en négligeant les autres. En effet, toutes les planètes sont liées par une même force. La seule force qui compte, c'est la gravitation. C'est relativement simple. Il est inutile de faire appel à des principes physiques complexes, à des forces étranges ou à de la matière noire. En se développant, les planètes s'attirent les unes les autres par la force de gravité. Morbidelli reproduit cette interaction à l'aide d'un modèle informatique qui le fait assister en direct à la création du système solaire.
Environ 1 million d'années après la naissance du Soleil, le disque de gaz et de poussière du système solaire interne se condense en une quinzaine de mini-planètes. À l'étape suivante, ces mini-planètes se percutent pour en former de plus grosses. Voici l'illustration de ce processus. Les oranges représentent les mini-planètes proches du Soleil. Il fait trop chaud pour qu'elles aient de l'eau. Plus on s'éloigne, plus la température baisse. À 370 millions de kilomètres du Soleil, il fait assez froid pour que des mini-planètes se forment avec des roches hydratées. Elles sont représentées par ces légumes. La Terre naît dans cette région très chaude où normalement il ne devrait pas y avoir d'eau. La Terre s'est constituée à partir de matériaux provenant de cette région. Les mini-planètes tournent autour du Soleil sur des trajectoires presque parallèles, comme ceci. Elles entrent en collision pour donner la Terre. Mais alors la Terre, formée de mini-planètes sèches, serait elle aussi très sèche. Heureusement pour nous, ce n'est pas le cas. Il faut donc revoir notre modèle. En considérant le système solaire comme un tout, le scénario change. Un nouvel acteur entre en scène. Jupiter, la plus grande des planètes, est l'une des premières à atteindre sa taille définitive. Elle est 300 fois plus massive que la Terre. Et très rapidement, elle fait sentir son influence. Représentée par ce ballon argenté, elle exerce une attraction considérable qui perturbe les orbites de ses voisines. Les mini-planètes, en particulier les plus éloignées du Soleil, adoptent un mouvement plus irrégulier et finissent par se rencontrer. Cela change tout. La Terre est créée à partir de plusieurs mini-planètes, certaines sèches, d'autres contenant de l'eau. Ce modèle explique pourquoi son eau est similaire à celle de la ceinture d'astéroïdes. Soudain, tout s'emboîte. Et vous avez l'impression de comprendre un morceau du passé que personne n'était là pour observer. C'est un moment fantastique qui ne survient que quelques fois dans la carrière d'un scientifique. Mais même s'ils se produisent rarement, ces instants sont si extraordinaires qu'ils valent bien des années de travail. L'idée de Morbidelli est aujourd'hui la théorie dominante. Mais des zones d'ombre demeurent. Pour le moment, c'est la meilleure réponse qu'on ait. Le problème, ce sont les détails. Il y en a certains qu'on ne comprend pas. Il faut continuer à travailler jusqu'à ce qu'ils soient tous élucidés. La question est de savoir ce que devient l'eau terrestre lors des collisions incessantes que subit la planète. L'énergie dégagée par ces collisions est si forte qu'elle est capable de faire fondre la Terre. En plus, elle vaporise une partie de ces roches. Après des années de recherche, les scientifiques ont avancé plusieurs hypothèses pour expliquer comment l'eau est arrivée sur Terre. Mais la dernière étape de la formation de notre planète est une série d'impacts cataclysmiques. L'eau a-t-elle pu survivre à ce phénomène? La réponse se trouve dans le ciel. Depuis 13 ans, Robin Canup étudie la formation de la Lune. Les gens sont fascinés par la Lune, parce qu'elle est à nos côtés depuis le début de l'histoire humaine et de celle de la Terre. Tous les hommes ont contemplé la même Lune. La Lune est née d'une collision entre la Terre primitive et une mini-planète.
La théorie privilégiée est celle de l'impact géant. Alors que la Terre finissait de se former, elle est entrée en collision avec un autre grand objet, plus petit qu'elle, mais d'une taille comparable à celle de Mars. Donc un choc énorme. C'est la dernière des collisions géantes entre les mini-planètes qui ont formé la Terre. Pourquoi a-t-elle donné naissance à une Lune aride et pas à une Terre de plus grande taille? Un modèle informatique permet de le comprendre. La clé, c'est l'angle de l'impact. Quand cette collision est survenue, elle s'est produite sous un angle oblique. Et l'objet impacteur s'est trouvé dispersé en un long bras de débris qui s'est drapé autour de la Terre pour former un disque. En un laps de temps pas plus long qu'une vie humaine, ces débris se sont agglomérés pour constituer la Lune. Alors pourquoi celle-ci n'a-t-elle pas d'eau? Si on disperse ces roches en un disque autour de la Terre, de telle façon qu'ils soient très étendus et couvrent une immense surface sur laquelle les roches peuvent perdre leur eau, celle-ci tend à s'évaporer. Ce modèle explique pourquoi la Lune est sèche, mais pas ce qui est arrivé à l'eau terrestre. L'impact dont la Lune est issue est un événement d'une telle ampleur qu'il est difficile à appréhender. Si vous avez déjà vu un volcan et de la lave qui jaillit de la Terre, vous avez une idée de ce que sont les roches en fusion. Et elles auraient été le matériau le plus froid sur Terre après l'impact. Continuez à chauffer ce matériau encore plus, et il finit par se vaporiser. La collision a dégagé suffisamment d'énergie pour ça. Ces impacts terribles auraient dû chasser toute l'eau présente sur Terre. Qu'en est-il? On sait quand il y avait de l'eau à la surface de la planète. Si on peut déterminer à quel moment la série de collisions a pris fin, on pourra comparer les deux dates. Si elles sont proches l'une de l'autre, il est très probable que l'eau ait survécu. Il faut donc savoir à quel moment a eu lieu le dernier impact, celui dont la Lune est issue. L'occasion se présente en 1969. 4, 3, 2, 1, 0, elle décolle. Après une course à l'espace de plus de 10 ans, Apollo 11 a l'uni sur notre voisine la plus proche le 20 juillet 1969. Houston, ici la base de la tranquillité. Eagle s'est posé. Au cours des 3 années suivantes, 5 autres missions Apollo sont envoyées sur la Lune. Les astronautes explorent la surface et recueillent une profusion de données. Mais surtout, ils ramènent plus de 380 kg de roches lunaires. Les éléments radioactifs qu'elles contiennent se désintègrent à une vitesse déterminée et permettent de les dater. Les roches les plus anciennes donnent l'âge de la Lune. L'impact a eu lieu il y a environ 4,5 milliards d'années. Puisque c'est la dernière grande collision que la Terre ait connue, c'est une date capitale. Les zircons du professeur Moitzis révèlent que notre planète avait de l'eau il y a 4,4 milliards d'années, très peu de temps après l'impact qui a formé la Lune. Si le choc avait éjecté toute cette eau dans l'espace, d'où viendrait celle qui se trouve dans les zircons? Puisque l'eau sous forme liquide était présente ici en abondance, peu après la formation de la Lune, de deux choses l'une. Soit elle a été apportée juste après que la Lune s'est formée, ce qui selon moi est très improbable, soit elle était déjà présente à la surface ou à l'intérieur de la Terre avant l'impact géant qui a donné naissance à la Lune.
L'eau terrestre aurait donc survécu. Mais comment? Le professeur Drake pense le savoir. La collision avec un objet de la taille de Mars fut si violente qu'elle a fait fondre la Terre. La question évidente est de savoir comment celle-ci a pu conserver son eau. On croit souvent que quand on fait chauffer quelque chose, l'eau disparaît. Mais c'est faux. L'eau terrestre a été dissoute dans la roche en fusion, qui s'est comportée comme une éponge. On peut dissoudre de grandes quantités d'eau dans de la roche liquide. La Terre primitive est une gigantesque boule de roche en fusion. Dissous à l'intérieur, il y a des milliards de litres d'eau. Qu'arrive-t-il ensuite? Cette Terre en fusion contient de grandes quantités d'eau qui doivent aller quelque part quand la planète refroidit. Le désert de l'Arizona montre ce qui se passe quand les roches se solidifient. Les roches qui cristallisent à l'intérieur du manteau terrestre gardent l'eau dans leurs minéraux. Ici, nous avons une roche à mica, du granit. Cette eau a été conservée pendant 4,5 milliards d'années. Les roches, qui se solidifient en profondeur sous la lave, peuvent retenir l'eau. Mais la lave près de la surface donne un autre type de roche. Les roches près de la surface, comme celle-ci, vous voyez ces porosités. Elle perd son eau en faisant de petites bulles, d'où ces trous. Imaginez qu'il y ait des roches comme celle-ci sur toute la planète, libérant de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Regardez cette montagne et imaginez la quantité de vapeur d'eau qui sortirait lors de la cristallisation. Partout sur la planète, la vapeur d'eau s'échappe des roches en train de refroidir. L'atmosphère en est gorgée. 100 millions d'années plus tard, la Terre est suffisamment froide pour qu'une croûte se forme. Une pluie brûlante s'abat, s'écoule en rivière et finit par former les océans. En quelques dizaines de milliers d'années, la Terre se retrouve avec autant d'eau qu'elle en possède aujourd'hui. Mais elle n'a toujours pas son aspect actuel. L'eau est verte et le ciel est rouge, saturé de dioxyde de carbone. 1 milliard d'années passent et la vie apparaît, libérant suffisamment d'oxygène pour modifier à jamais l'atmosphère. Pour finir, c'est la vie qui donne à la Terre ce visage familier. C'est en étant emprisonnée dans le magma que l'eau est parvenue à se maintenir. Mais il manque un chapitre à l'histoire. La théorie dominante veut que l'eau soit arrivée sur Terre lors de collisions entre elle et des mini-planètes. Mais ce n'est pas tout. Pour moi, il y a eu plusieurs sources différentes. Les comètes, par exemple. Mais les analyses ont montré qu'elles ne peuvent pas être à l'origine de toute l'eau terrestre. On est à peu près sûr qu'elles ont apporté de l'eau parce qu'on sait qu'elles ont frappé la Terre. Mais la question c'est combien? Quel pourcentage? Autre source possible, le système solaire. Les comètes et les astéroïdes ont pu fournir une partie de l'eau. Mais cela ne suffit pas. L'essentiel a dû venir de l'absorption de l'eau par les grains de poussière avant la formation de la planète. Ces différentes sources ont-elles pu donner assez d'eau pour permettre l'apparition de la vie? Il est impossible de déterminer leur apport respectif, car l'eau terrestre est brassée depuis plus de 4 milliards d'années. Et durant tout ce temps, elle ne s'est pas seulement mélangée, elle a changé. Les océans ont subi de nombreux phénomènes depuis la naissance de la Terre.
La pluie, la neige, tout cela a modifié la composition de l'eau. Mais à quel point? Personne ne le sait. Il existe pourtant un endroit où on pourrait le déterminer. Un archipel volcanique dans le Pacifique. À Hawaï, Gary Huss est à la recherche de l'eau la plus ancienne de la Terre. Les volcans d'Hawaï forment ce qu'on appelle un point chaud. Un endroit où la lave s'écoule en permanence. Les roches des îles hawaïennes viennent de la partie la plus profonde du manteau, à des milliers de kilomètres sous la surface. Ce sont des échantillons impossibles à obtenir autrement. En examinant l'eau emprisonnée dans ces roches, Gary Huss examine en fait de l'eau venue du centre de la Terre. Si on veut déterminer la composition de l'eau présente sur Terre au moment de sa formation, c'est le seul endroit où regarder. Y a-t-il de l'eau primordiale dans les profondeurs de la planète? Ah, c'est ça? C'est chouette. Sa démarche est inédite et elle semble prometteuse. C'est un échantillon parfait pour ça. Les premiers résultats sont très encourageants. Il apparaît que l'eau des profondeurs de la Terre est différente de celle des océans. Très différente. Tellement différente qu'il pourrait s'agir d'eau primordiale, inchangée depuis la naissance de la Terre. Ces recherches pourraient apporter des réponses extraordinaires à la question de l'origine de l'eau. Hawaï n'est pas le seul site étudié. L'équipe s'intéresse aussi à un autre point chaud, l'Islande. Si on peut trouver des résultats précis à Hawaï, puis aller en Islande et trouver autre chose, on aura non seulement des différences entre l'eau du manteau et l'eau de surface, mais aussi entre deux volcans situés dans des régions différentes. Il y aurait donc plusieurs sources. Un jour, dans les entrailles de la planète, on trouvera peut-être des réservoirs d'eau primordiale tous différents. Cette découverte signifierait que notre eau possède bien plusieurs origines, avec des conséquences remarquables. Depuis des années, les astronomes poursuivent un objectif: fouiller l'espace à la recherche d'une autre planète comme la nôtre. Une planète rocheuse, possédant une taille et une température propices à la présence d'eau liquide et à la vie. On connaît 250 systèmes planétaires où on n'a pas trouvé de Terre. Mais avec encore des milliards de systèmes à explorer, les statistiques sont favorables. Il y a 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie, dont 10% seraient des étoiles semblables au Soleil. Parmi elles, on pense que 10% possèdent des planètes. Cela fait 1 milliard d'étoiles susceptibles d'avoir une planète comme la Terre. Reste à savoir s'il y a de l'eau dessus. Ces planètes pourraient-elles être compatibles avec la vie? Les télescopes ne peuvent pas répondre, mais les modèles informatiques, si. Sean Raymond en a mis un au point. On part des observations de personnes munies de télescopes qui découvrent des planètes géantes tournant autour d'autres étoiles. On prend les orbites de ces planètes et on regarde si dans ce système, il pourrait se former une planète comme la Terre. Son modèle informatique montre que quand des planètes se forment autour d'une étoile, certaines acquièrent de l'eau. Dans cette simulation, les points rouges sont secs, les bleus ont de l'eau. Tous ces points sont des mini-planètes. Loin de leur soleil, les bleus ont de l'eau. Plus près, il fait plus chaud et les rouges sont sèches. En se formant, elles commencent à refroidir. Une planète assez chaude pour avoir de l'eau doit se trouver dans la zone sèche. Celle-là est une bonne candidate. Le modèle montre comment les mini-planètes pourvues d'eau entrent en collision avec celles de la zone sèche. On vient de la voir passer du rouge au jaune, puis au vert. Elle a acquis de l'eau. À la fin de la simulation, elle en contient beaucoup. Résultat, une planète semblable à la nôtre.
À l'aide de ce modèle, on peut calculer comment d'autres terres se forment et combien il pourrait y en avoir. Si les choses étaient différentes, comme elles le sont autour de cette étoile, on peut se demander comment cela affecterait la formation des planètes et le rapport en eau. Si la Terre a acquis son eau de plusieurs manières, par l'intermédiaire des comètes et dans ses constituants initiaux, les chances de découvrir une planète pareille à la nôtre et possédant de l'eau liquide montent en flèche. Et aussi les chances de découvrir une vie extraterrestre. C'est une grande question. Sommes-nous seuls dans l'univers? Personne ne le sait. Tout le monde brûle de trouver une vie sur d'autres planètes. On est en train de faire un pas de plus dans cette direction. C'est génial. C'est super. Dans ce domaine, les chercheurs sont plus confiants que jamais. Quand on me demande si la vie existe ailleurs, je réponds oui. La vie telle qu'on la connaît, sur une planète rocheuse avec de l'eau, la réponse est oui. Enquêter sur les origines de l'eau de notre planète ouvre de nouvelles possibilités, comme celle de trouver, à des millions d'années-lumière de la Terre, d'autres formes de vie.